Bonjour tout le monde, je suis content de présenter ce deuxième séminaire de l'année et avant-dernier, celui donc de novembre, et qui s'intitule Qu'est-ce qui cloche? Hygiène du corps et de l'esprit. Sans plus attendre, je vais simplement donc présenter nos conférenciers et leur laisser la parole. Donc, d'abord, à droite complètement, Ludovic Champagne est doctorant à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, en littérature. Sa thèse porte sur la figure du poète national au Québec. Avant ça, il a commis un mémoire en recherche-création ici même à l'UQAM, qui était dirigé par Philippe Charon. Qui dirige sa thèse? C'est moi. C'est comme une filiation. Tout est arrangé, c'est vrai. Dans son mémoire, il explorait les modes de l'enquête en littérature et il a co-dirigé également donc une œuvre collective, Le Cas, quel domaine judiciaire pour la littérature. C'était à l'instant même en 2021. Il a publié donc différents textes dans des revues, la revue Post, Moebius, Lapsus, et dans un recueil poético-politique intitulé Contre-attaque esthétique, paru en 2020. Philippe Charon est quant à lui professeur ici même à l'UQAM au département d'études littéraires. Ses recherches actuelles portent sur les rapports qu'entretiennent l'expérimentation, les usages sociaux et la dimension pratique de la pensée en littérature française contemporaine. Il a dernièrement signé des articles, dont je vous en donne deux titres. Comment on a quitté le réel et comment on y est revenu, une publication de 2021 dans l'Esprit créateur. Et l'autre titre, Faire avec la littérature de l'usage, c'est dans la revue de fiction française contemporaine en 2019. Il a co-dirigé avec Jeff Barda un ouvrage collectif consacré à Pierre Alféry, qui est paru aux Presses du réel en 2023. Et il a également publié 3 livres au Cartanier. Il note bien livre, hein? Si c'est moi qui avais fait sa notice, j'aurais dit des recueils de poèmes ou bon, j'aime bien qu'ils disent livre. Donc Superbal en 2022, Journée des dupes en 2013 et Supporters tuilés en 2006. Leur conférence s'intitule très prosaïquement Formulation de problèmes. Et ça traite prosaïquement de la formulation de problèmes. Juste avant de commencer, on veut remercier David et les gens du Christ de nous avoir invités. C'est très gentil. C'est une invitation assez surprenante pour nous parce que le projet que l'on mène est un projet qu'on mène à temps perdu, un projet très, très confidentiel jusqu'à maintenant parce qu'on va vous en parler. Cette invitation nous a permis de réfléchir peut-être de manière plus sérieuse à ce projet donc qu'on mène, comme je vous le disais, à temps perdu, et puis donc peut-être de donner une direction plus précise à ce qu'on fait. Bref, tout ça pour dire que le projet est en cours de route, c'est un work in progress. Il n'y en a pas de problème. Ah, c'est toi qui commençais, excuse-moi. Ça commence mal. Ben, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est les particules qui agglutinent dans les lunettes. Elles restent invisibles tant que nous vaquons à nos occupations, mais obstruent soudainement la vue au cinéma quand les lumières s'éteignent, l'écran s'allume et qu'il est trop tard pour laver ses verres. Le problème, c'est il y a trop de nourriture disponible, alors je mange trop. Mon père dit que mon problème, c'est que je n'ai pas vraiment de problème. Mon problème, c'est les bourgeois. Ton problème, c'est gérer tes émotions. Son problème, c'est aussi mon problème, alors qu'elles mettent un temps fou à choisir la hauteur et la position exacte de notre nouvelle toile. J'ai les 2 bras en l'air qui faiblissent et je commence à remettre en doute bien plus que sa capacité à prendre des décisions banales. Je devrais, moi aussi, faire un choix. Notre problème, c'est le Boys Club. Votre problème, c'est la coordination horizontale. Leur problème, c'est qu'elles ont des problèmes. Comment créer un public? Vous venez d'entendre quelques échantillons des formulations de problèmes que Ludovic et moi avons récoltées au cours des 2 dernières années. À l'aide d'un sondage que nous avons d'abord fait circuler sur Facebook, nous invitions les gens à formuler anonymement un problème qu'ils avaient récemment rencontré ou dont ils avaient été témoins. Ce problème pouvait être de nature diverse, un petit ou un grand problème, un problème politique, social, de santé, un problème technique, intime, un embarras, une perplexité, une incertitude, un obstacle. En proposant différents modes d'énonciation associés à l'usage des différents pronoms possessifs, mon, ton, son, notre, votre, leur problème, nous guidions minimalement la formulation tout en laissant la possibilité par ailleurs que les répondants énoncent librement leurs problèmes. Pour essayer de varier le plus possible notre public et les types de réponses, nous avons ensuite conçu
la boîte à problèmes, dispositif simple, transportable, que nous pouvons poser n'importe où nous allons. Notre méthode de récolte de problèmes a eu ses ratés, mais elle s'est certainement affinée depuis notre première tentative de collecte, lors de laquelle nous avons tenté d'obtenir des réponses en demandant anonymement sur un forum d'artistes « C'est quoi ton problème ?» C'est en lisant l'ouvrage « Le public et ses problèmes » du philosophe John Dewey, donc ouvrage publié en 1927, que nous avons eu l'idée de récolter les problèmes des gens. Dans cet ouvrage, Dewey se penche plus particulièrement sur la notion de public. Il examine les problèmes qui affectent sa constitution, ses orientations possibles et ses pouvoirs en répondant à 2 livres écrits au début des années 20 par son contemporain Walter Lippmann, dont les 2 livres s'intitulent « L'opinion publique » publié en 1922 et « Le public fantôme » publié en 1925. Les 2 auteurs empruntent des chemins opposés pour réfléchir à la participation du peuple au gouvernement et proposer des solutions à la déconnexion croissante entre l'État et ses publics. Je cite longuement Joël Zask qui explique le débat entre Lippmann et Dewey. Alors que Lippmann en vient à préconiser l'interposition d'un groupe d'experts entre le public et le gouvernement, Dewey, fidèle à la devise selon laquelle les maux dont souffre une démocratie ne peuvent être soulagés que par davantage de démocratie, s'attelle comme philosophe, comme éducateur et comme militant politique à la reconstruction d'un public effectif. Zask, la traductrice de Dewey, distingue 2 usages qu'il fait de la notion de public dans son livre. Au sens passif, le public est l'ensemble des personnes dont la liberté d'agir est menacée par les effets indirects d'activités auxquelles elles ne participent pas. Et au sens actif, le public est dévolu à rétablir cette liberté par un ensemble ordonné et cohérent d'activités. En premier lieu, bien sûr, prendre conscience des conséquences de l'interdépendance, puis identifier lui-même son intérêt, et enfin créer par l'intermédiaire des mandataires des institutions spéciales destinées à protéger cet intérêt. En lisant et relisant Dewey, nous avons remarqué que si la notion de public est assez claire, celle de problème n'était pas particulièrement posée. Alors que Dewey ancre sa réflexion dans la vie américaine des années 30, les problèmes évoqués sont plus proprement cantonnés à une conception sociopolitique générale de ceux-ci, comme l'effacement des formes de vie communautaire au profit de l'industrialisation, la crise de la démocratie, la solidarité sociale, la centralisation de l'État. Nous voulions plutôt savoir quels problèmes préoccupent actuellement les gens pour rendre possible la création de publics autour de ceux-ci. N'en demeure pas moins que la notion de problème est centrale chez Dewey et que c'est elle, autant dans ses écrits sur la politique, l'éducation, la logique ou l'art et l'esthétique, qui devient l'indice du dynamisme de la vie et le plus grand facteur de changement. Le problème s'impose d'ailleurs comme le déclencheur de la dynamique expérimentale que Dewey a décrite dans sa logique, théorie de l'enquête publiée en 1938, entre autres, et qui permet à un public de se former. Pour l'énoncer brièvement, le problème qui survient dans la vie courante, dans une situation précise où un déséquilibre se ressent, nous fait passer de l'habitude, qui va du réflexe à la routine, à la recherche ou l'enquête, c'est-à-dire la reconstitution et la reconstruction active de l'équilibre. Pour paraphraser Charles Sanders Peirce, le moteur de l'enquête est l'irritation du doute venant attaquer un état reposant et stable de croyance, cette dernière étant envisagée comme une habitude d'action. Mais l'esprit ne se satisfait pas du doute, au contraire, il aspire à trouver une autre croyance stable en laquelle se reposer. Lorsqu'un problème surgit et impose une rupture dans les habitudes d'action sociale, il faut ensuite que les personnes concernées s'associent, rendant ainsi le problème public, afin de mettre au point des outils pour affronter la situation problématique et la transformer en une situation viable et claire. Ici, la clarté n'est pas le résultat d'une révélation ou la découverte d'un objet de signification préexistant, mais procède d'une transformation, d'une série de déplacements, d'opérations entre les membres d'un public et les éléments constitutifs de leur environnement. Pour Dewey, les humains ne se précipitent pas pour se lier entre eux et former une masse plus grande, proportionnelle à leur nombre, comme des gouttes de mercure, et s'ils le faisaient, le résultat ne serait pas un état ou un mode d'association humaine quel qu'il soit. Bien entendu, l'association au sens de connexion et de combinaison, c'est une loi de tout ce que l'on sait exister. Il n'y a rien qui puisse exister en complète isolation. Ce qui distingue les associations humaines de la masse que forment des gouttes de mercure, des assemblées d'électrons, des groupes d'arbres dans des forêts, des essaims d'insectes, des troupeaux de moutons ou des constellations d'étoiles,
c'est la manière dont elles viennent à être connectées. Dewey prolonge ce constat général à propos de l'association comme trait universel du comportement des choses en se concentrant sur les résultats et les conséquences qu'entraîne l'interaction humaine. Notre espèce est capable de percevoir et de remarquer certaines des conséquences provoquées par nos actions afin de les prendre en compte. Grâce à nos perceptions, nos remarques et leur prise en compte, nous élaborons des buts, des plans, des mesures et des moyens pour assurer les conséquences qui sont appréciées et pour éliminer celles qu'on trouve odieuses. De ce partage entre conséquences positives et négatives naît l'intérêt commun qui vise à encourager ou à corriger certains résultats. Les personnes affectées par des conséquences sont forcément concernées par la conduite de tous ceux qui, comme eux-mêmes, contribuent à provoquer les résultats. Jusqu'à preuve du contraire, les électrons, les arbres, les insectes, les moutons et les étoiles ne développent pas d'intérêt commun autour de la sélection de conséquences bonnes ou néfastes. Les électrons ne forment pas de groupe de pression pour s'assurer d'être bien traités en laboratoire. Les arbres ont besoin de groupes d'activistes pour stopper les coupes à blanc. Les insectes ne se collent pas dans nos fenêtres pour réclamer l'interdiction des pesticides. Les moutons sont devenus l'image de la passivité et les étoiles sont très très éloignées. Plus sérieusement, les électrons, les coupes à blanc, les pesticides, les troupeaux de moutons et les étoiles telles que nous les connaissons aujourd'hui sont le résultat d'interactions humaines qui ont perçu certaines conséquences et les ont publicisées. Par exemple, pour convaincre la France du 19e siècle de l'existence des microbes, ces êtres invisibles, Louis Pasteur a dû les publiciser, au sens de publier et de rendre publics, pour mieux affronter les hygiénistes de son époque qui croyaient que tout cause la maladie. En précisant le problème et en le rendant public grâce à des publications en revue, des expériences de laboratoire, les pastoriens ont transformé l'opinion publique et, du même coup, les bactéries ont fait irruption dans la vie politique, dénouant ainsi la méfiance et les jugements d'autrefois. La méfiance et les jugements de valeur auxquels nous faisons face pour le projet formulation de problèmes, bien que ceux-ci soient indirects et rarement formulés tels quels, sont d'un tout autre ordre et ont trait à une croyance commune qui pourrait être formulée ainsi « Mêle-toi de tes affaires ». À première vue, les problèmes semblent être une affaire privée, quelque chose que l'on partage après avoir établi un certain lien de confiance. Au quotidien, confier ses problèmes dérange, surprend ou choque. Dans le public et ses problèmes, Dewey formule une manière de remédier à cette étanchéité apparente entre public et privé. Comme nous l'avons vu, les interactions humaines s'associent de manière à ce qu'elles puissent percevoir les conséquences de certaines actions afin d'assurer ou d'éviter leur reproduction. Cette perception et ce contrôle distinguent le public et le privé en fonction des conséquences produites que Dewey sépare en conséquences directes et indirectes. Celles qui affectent les personnes directement engagées dans une transaction et celles qui en affectent d'autres au-delà de celles qui sont immédiatement concernées. Dans cette distinction, nous trouvons le germe de la distinction entre privé et public. Quand des conséquences indirectes sont reconnues et qu'il y a un effort pour les réglementer, quelque chose ayant les traits d'un État commence à exister. Quand les conséquences d'une action sont confinées aux personnes directement engagées, la transaction est privée. Quand A et B discutent ensemble, l'action est une transaction. Tous deux sont concernés par elle, son résultat passe pour ainsi dire de l'un à l'autre. Cependant, si l'on montre que les conséquences de cette conversation s'étendent au-delà de deux personnes directement concernées, qu'elle affecte le bien-être de nombreux autres, l'acte acquiert une capacité publique. Au début de l'expérience de formulation de problèmes, nous avions une certaine réticence ou plutôt une gêne de les récolter pour en faire un matériau de travail et d'écriture. Même s'ils sont volontaires et anonymes, peut-être que cette gêne est liée au fait que nous nous insérons dans des transactions privées, directes, afin de les rediriger vers un public en formation. En ce sens, nous nous servons de l'écriture pour favoriser l'action et faire quelque chose à un public. Nous concevons des dispositifs avec toute la modestie de nos moyens et cette modestie module et modélise nos expériences. Faute de grands moyens, à l'aide de ressources qui sont toutes sauf illimitées, nous passons de la recherche Google au statut Facebook, du sondage en ligne à la boîte à chaussures qui finit par se stabiliser en boîte à problèmes. La genèse de cette boîte est en quelque sorte une réponse à ce problème de base qui nous occupe depuis le début et qui va comme suit. D'une part, comment s'y prendre pour récolter les formulations de problèmes de la part de personnes anonymes et d'autre part, comment faire pour rendre publiques ces formulations anonymes de problèmes. Pour illustrer ce questionnement,
Voici la courte histoire de la transformation d'une vieille boîte à chaussures en outil de collecte et de recherche. À l'automne, Philippe est de passage chez moi à Trois-Rivières pour que nous menions nos premiers tests de récolte. Après une bonne lasagne, quelques accords à la guitare, nous partons à la recherche d'une boîte à problèmes dans les tréfonds des garde-robes, dans l'humidité du sous-sol. Certaines boîtes sont trop petites, trop grandes, trop étroites, en pièces détachées, en plastique, sans couvercle, brisées, etc. La seule boîte qui convient est cette vieille boîte à chaussures. Nous y ajoutons une fente et le tour est presque joué. Il manque plus qu'une certaine affiche pour cacher le logo Adidas qui parasite un peu notre dispositif. Notre choix s'arrête sur 2 titres d'affiches que nous testons l'un à la suite de l'autre sur le terrain. Le premier nous condamne à l'avance. Attention, pas être au travail, formulez vos problèmes. Vous voulez s'inscrire subtilement dans l'esprit du Festival de poésie Trois-Rivières puis profiter d'un maigre capital culturel. Alors que le second, eh bien, il est plus clair, il est plus direct et il est très exclamatif. Formulez un problème. Le problème, c'est ma toilette est mal fixée, mon proprio ne veut pas la réparer. Mon mari veut déménager aux Trois-Rivières et j'ai du mal à me faire à l'idée. Je ne suis pas prête car nous habitons un paradis dans la forêt. Nous ne trouvons pas de terrain d'entente pour le choix de la maison, appartement ou maison de retraite. J'aimerais attendre après la pandémie, après la bulle immobilière. On verra. Mon problème, c'est que je veux le beurre et l'argent du beurre. Ton problème, c'est tu te prends pour Dieu. Son problème, c'est, en tant que flic, perpétuer la violence dans les rues et être en position de pouvoir en tout temps. Notre problème, c'est la tristesse sans fin de se lever chaque jour. Votre problème, c'est les pandémies. Leur problème, c'est ils ont tout cuit dans le bec. Quand y a-t-il un problème? Nous ne sommes pas Marcel et Jean-Marc Léger, nous ne sommes pas une firme de sondage, nous ne pouvons pas dire sur la page de notre site web inexistant que notre profonde connaissance de la culture et des tendances du marché, notre efficience et la justesse de nos résultats ainsi que notre personnel hautement qualifié font de formulation de problèmes l'une des entreprises de sondage et recherche marketing les plus intelligentes. Nous sommes 2 personnes qui lisent, écrivent, enseignent. Nous sommes des littéraires avec tous les malentendus que cette étiquette implique. Et notre mission, nos valeurs et nos engagements qualité ne tombent pas sous le sceau de l'intelligence, la fiabilité et l'innovation. Notre approche est plutôt idiote, contradictoire et non linéaire, peut-être paresseuse, lente, timide. Idiote. Pour ce qui est de la notion d'idiotie, je me réfère à Emmanuel Ocar qui dit que l'idiot se retrouve dans des situations où les dés sont pipés de toutes parts, où les embrouilles surviennent n'importe quand, dans des circonstances inattendues et surtout de façon répétée. L'idiot bricole et fait avec ce qui lui tombe sous la main. Il recycle les matériaux des autres et les considère comme des jouets ou des outils employés pour s'amuser ou travailler à la jonction entre ces 2 types d'activités. Contradictoire. Tous les moyens sont bons pour récolter des problèmes, mais tous les problèmes ne se ressemblent pas, donc tous les moyens ne sont pas bons pour récolter des problèmes. En ce sens, lorsque nous travaillons ensemble, nous adoptons l'allure du crabe, dont les déplacements procèdent d'une succession de doutes, de reculs, de pas de côté, de tâtonnements empiriques. L'échafaud sur lequel nous nous appuyons pour œuvrer est fait d'hypothèses qui tiennent le temps de l'épreuve. Certaines résistent au va-et-vient du crabe, d'autres s'effondrent immédiatement. Non linéaire. Notre objectif tourbillonne toujours au centre de nos discussions, ce qui fait en sorte que nous le voyons, nous appréhendons son existence, sans toutefois pouvoir le saisir pour le rendre tangible une fois pour toutes. Nous acceptons de tourner autour du pot sans que cela ne devienne notre principe méthodologique principal. Certains disent que la fin détermine les moyens, mais nous croyons plutôt que les moyens que nous employons dirigent et modifient les fins que nous visons dans le processus continu de l'enquête que constitue formulation de problèmes. Nos outils de travail sont des hypothèses stabilisées, éprouvées, mises à l'épreuve. Si nous ne sommes pas satisfaits, ils peuvent toujours être révisés. Ce sont des outils ouverts. Paresseuse, lente, timide. Personne ne nous oblige à récolter des problèmes, nous le faisons à temps perdu, dans la zone grise qui sépare le travail et le non-travail, entre l'exigence de productivité et l'obligation du repos. À partir de ces zones, nous travaillons avec ce qui nous reste, les trous dans l'horaire, les miettes d'énergie après un cours, les imprévus qui nous permettent de nous rencontrer. Puisqu'il y a et qu'il y aura toujours des problèmes de toutes les tailles, nous ne sommes pas pressés par la peur de manquer de problèmes ni par l'envie d'en faire une grande synthèse. De plus, on s'entend sur le fait qu'on est 2 êtres de nature timide, réservés, et que ce trait de caractère influence nos manières de récolter des problèmes.
Nous n'irons pas sur des podcasts ou à la radio pour répandre la bonne nouvelle. Notre objectif est plutôt de nous insérer dans les interstices du quotidien, dans les recoins d'endroits publics au risque de passer inaperçus. Nous utilisons ces qualificatifs idiots, contradictoires, non linéaires, paresseux, lents, timides, tout à fait positivement, car ils décrivent, selon nous, l'état actuel de notre enquête à mi-chemin entre la suggestion et l'idée, le sens et la signification. Cet état pourrait être illustré par le problème suivant qu'une personne a laissé dans la section « Forme libre » de notre formulaire. « J'ai un problème avec ma quoi. » Personne ne le sait. Ça demeure tout de même un problème d'incomplétude, un problème à propos d'un problème. Voilà comment décrire en partie notre gêne. Est-ce aussi parce que nous piétinons subtilement les plates-bandes des spécialistes de l'opinion publique? Est-ce parce que certaines personnes comme Laurent Demans pensent que les littéraires qui mènent des enquêtes sont forcément condamnés à l'amateurisme, voués à manquer ou rater le réel, destinés à l'aveuglement de l'amateur qui tombe en amour avec la littérature? Lorsque nous travaillons sur le terrain, la rue, le couloir, le bar, la bibliothèque, le bureau, Internet, etc., la plupart des personnes à qui nous présentons le projet semblent confuses et même sur la défensive. Elles nous regardent de travers et évitent notre regard, notre table ainsi que notre mystérieuse boîte à problèmes. D'autres personnes, plus curieuses, nous abordent avec la question « Pourquoi voulez-vous récolter nos problèmes ?» Nous leur présentons le projet sans aller trop loin dans les détails sous-jacents, ce qui est plutôt le but de cette conférence. Comme le dit l'ethnométhodologue Harold Garfinkel, on peut repérer un domaine illimité de situations pertinentes si on applique la ligne de conduite suivante. Examiner toute occasion, quelle qu'elle soit, en considérant avec attention le fait que, dans leurs actions, les membres projettent de faire des choix parmi des alternatives de sens, de factualité, d'objectivité, de cause, d'explication, de communalité des actions pratiques. Une telle politique de recherche entraîne que n'importe quelle enquête, de quelque genre qu'on puisse imaginer, de la divination à la physique théorique, réclame notre attention en tant qu'elle met en œuvre des pratiques ingénieuses socialement organisées. Le fait que les structures sociales des activités de la vie de tous les jours fournissent des contextes, des objets, des ressources, des justifications, des thèmes problématiques, etc. pour les pratiques d'enquête, pour ce qu'elles produisent, justifie que nous acceptions de porter intérêt, à toute manière sans exception, de faire des enquêtes. Cher Ludovic, tu mets le doigt sur quelque chose de primordial lorsque tu évoques l'esprit d'incomplétude dans lequel nous travaillons. Ce vague et cette précarité méthodologique pourraient être considérés comme un manque de rigueur, voire une incapacité, un manque de moyens. On s'inquiète d'ailleurs nous-mêmes de considérer notre démarche comme ça, puisqu'on est en partie grammaticalisé par les exigences académiques et subventionnaires, qui encouragent le plus souvent l'atteinte des fins avant l'exploration des moyens. Donc, exposer des objectifs et une méthodologie claire, convaincre de la pertinence d'un projet, de son utilité, de ses effets, avant de l'avoir véritablement mené. Dans le même ordre d'idées, il y a ce mot d'ordre qui circule en création. Il faut écrire sur ce que l'on connaît, sur son expérience vécue. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas parler de ce qu'on ne connaît pas, mais que l'on veut explorer? Penser l'écriture non comme un véhicule d'expression, mais comme une exploration de méthode d'explicitation d'une recherche ou d'une démarche. Et en ce sens, expliquer nos raisons d'agir après coup. Ainsi, l'incomplétude, c'est vouloir remédier à l'exigence des fins utilitaires, soustraire le monopole du sens de la pratique aux utilitaristes qui prétendent savoir où ils vont, et ouvrir un espace et une temporalité de recherche indéterminée où on laisse les fins se définir au fur et à mesure que l'on teste les moyens que l'on déploie. Suivant cet esprit expérimental et déflationniste, le but de notre enquête n'est pas d'établir une synthèse de tous les problèmes récoltés, ce qu'est donc un véritable problème. Toute personne sait ce qu'est un problème lorsqu'elles en ont un. D'autant plus que certains penseurs en ont à faire une description tout à fait satisfaisante. Selon l'esprit pragmatiste dont on s'inspire, un problème ou un trouble, comme la sociologie pragmatique le désigne, survient lorsque les acteurs ou actrices font l'expérience de la vulnérabilité de l'ordre social, du fait même qu'ils éprouvent un doute au sujet de ce qu'est la réalité. Comme Ludovic l'a signalé plus tôt, Peirce utilisait quant à lui la notion de doute vivant ou d'irritation à propos de nos croyances. John Dewey parlait quant à lui de rupture dans nos habitudes d'action. Ces descriptions antiréductionnistes, ouvertes et pluralistes insistent sur le fait que c'est dans le cadre de l'action que les problèmes surgissent et qu'ils deviennent un élément dynamique dans un monde qui est constamment en train de se faire. Or, il devient illusoire de penser les problèmes en dehors des multiples circonstances pratiques dans lesquelles on mobilise cette notion.
On pourrait en ce sens détourner ce que Nelson Goodman a remarqué à propos de la question de la définition de l'art et passer de la question « qu'est-ce qu'un problème » à « quand y a-t-il un problème ?» En demandant aux participants de formuler un problème, on visait d'abord à ce qu'ils exemplifient quelle situation ceux-ci jugent problématique, qu'est-ce qui tombe sous cette notion, comment l'usage du mot « problème » entre dans leur vie, et ensuite qu'ils mettent au point une manière de formuler leurs problèmes pour être en mesure d'envisager les problèmes en fonction du jeu de langage qui est joué à leurs propos et en fonction des modes d'énonciation qui permettent d'en saisir le cadrage et le positionnement, grâce à l'usage des différents pronoms possessifs. Autrement dit, les réponses offertes ne sont pas des objets, les problèmes ne sont pas des objets indépendants, des outils avec lesquels ils sont formulés. Suivant Wittgenstein, qui affirme qu'il n'y a pas de problème fondamental, mais une multitude de problèmes auxquels sont associées des thérapies différentes, l'accumulation de problèmes nous permet d'abord de prendre connaissance d'une variété de situations problématiques, dont certaines ont plus d'une occurrence dans notre sondage. Le problème, c'est toi, le capitalisme. D'autres apparaissent comme des clichés, des formulations automatisées à cause de leur haut degré de généralisation, le patriarcat, l'islamo-gauchisme, et d'autres sont des cas totalement insoupçonnés, surprenants ou plus déconcertants, comme la coordination horizontale. Découvrir ainsi ce qui préoccupe les gens permet de contrer ce que le sociologue américain Howard Becker appelle la hiérarchie de la crédibilité, et ainsi de ne prendre en considération que ce qu'on pourrait tenter d'appeler les vrais problèmes. Peut-être est-ce dû au caractère anonyme du sondage qui autorise aux personnes de ne pas se sentir obligées de montrer qu'elles sont concernées par les problèmes officiels, mais la majorité des problèmes évoqués appartiennent à un registre familier. Ce sont des problèmes ordinaires, des micro-épreuves qu'on ne voit plus à force d'habitude, mais qui, une fois énoncés, portent à l'attention la complexité qu'ils impliquent. On ne lit jamais l'énoncé de problème comme s'il s'agissait d'un objet ou d'un bibelot autonome, mais une naine de relation surgit aussitôt, recadrant ainsi celui dans une forme de vie. Plus que de relativiser l'importance des problèmes, tous les problèmes se valent, cette accumulation de problèmes permet de les placer dans un réseau de relations dynamiques où l'on peut voir comment des micro-épreuves peuvent être entremêlées à des problèmes plus généraux, c'est-à-dire qui affectent un plus large public, notamment lorsqu'on réalise qu'un problème jugé jusque-là personnel jouit en fait d'une reconnaissance plus large ou encore lorsqu'un problème personnel se dégrade et engage d'autres problèmes lorsque des tiers s'en mêlent. Ainsi, même les micro-problèmes sont susceptibles de mobiliser un certain public. La vague impression que quelque chose va mal et la crise politique qui oppose deux régimes de force ne sont pas des entités différentes, mais occupent les extrémités d'un même spectre et sont reliées par une multiplicité de degrés ou de cas intermédiaires. Grâce à la configuration d'un environnement de problèmes, on peut se mouvoir entre différentes échelles, passer des micros aux macro-problèmes, expliciter les différents degrés de problèmes, tisser des réseaux de parenté entre des problèmes a priori étrangers, mais aussi réviser nos critères d'évaluation des problèmes. Avec les différents cas que nous avons récoltés, nous voulons donc éviter de se retrouver en situation de flottement, à manier abstraitement et idéalement la notion de problème pour plutôt être confrontés directement à des énoncés qui témoignent de leur ancrage pratique dans le monde, car comme le précise le sociologue Cyril Lemieux, je le cite, « Parler des problèmes ou les énoncer n'est pas la description d'un objet autonome, mais contribue à l'accomplissement pratique de leur objectivité. » Fin de la citation. Cet accomplissement de leur objectivité réfère moins à une quelconque vérité immuable qu'à leur caractère effectif, aux effets et aux conséquences qu'ils peuvent avoir sur d'autres. Ainsi, deux niveaux d'objectivité se dégagent et s'articulent. Le premier, qui est la façon dont les acteurs énoncent leurs problèmes, et le deuxième, ce que nous en faisons par la suite. Nous, Ludovic et moi. Nous ne cherchons pas à révéler ce qui serait caché et invisible aux participants, mais bien à envisager la rencontre et l'analyse d'un objet social en termes d'énoncés susceptibles de le transformer, dans la mesure où ils peuvent être utilisés par les acteurs concernés ou par d'autres. Analyser un objet social, quel qu'il soit, revient à performer l'objet que l'on est en train d'étudier. Mon problème, c'est mes antécédents judiciaires. Le problème, c'est son chat incontinent. Il n'y a rien de subversif un tant soit peu qui s'écrit ici depuis longtemps. Régent Ducharme se ferait traiter de vieux réac s'il publiait l'hiver de force aujourd'hui. Ton problème, c'est que tu as peur pour rien. Son problème, c'est l'absence d'intérêt à rester concerné par la tâche. Notre problème, c'est dépendre des autres pour régler un problème. Ceci pourrait être une solution,
Cependant, l'effet de chaîne lorsqu'un problème prend place devient souvent violent. Votre problème, c'est ne pas m'aimer suffisamment, m'aimer avec le même désir que j'espère des autres. Ce serait pourtant franchement facile, n'est-ce pas? Leur problème, c'est la dette publique. Comment disposer, redécrire et performer des problèmes? À notre propre réticence de collecter les problèmes des autres s'ajoute notre méfiance envers le traitement de ces problèmes. Qu'allons-nous faire avec tous ceux-ci? Une étude, une fiction, un portrait sociologique? Il semble que les écrivains n'ont pas la cote lorsqu'il s'agit de traiter d'affaires publiques. Nous nous expliquons cette méfiance ou cette incompréhension de diverses manières. Selon certaines croyances communes, l'écrivain ou l'écrivaine ou l'artiste, installé en lui-même comme dans un contenant au creux de son divan subjectif, doit créer quelque chose d'unique et de nouveau, inventer une langue qui permette de remédier à l'inaccessibilité du réel en le révélant. Pourquoi les gens confieraient-ils leurs problèmes personnels à deux écrivains qui veulent se les approprier pour se construire un capital symbolique et culturel? En répondant, le problème c'est toi, c'est you. Donc on a eu quelques formulations de problème, on disait c'est toi ou c'est you. Certains répondants nous considéraient-ils comme des pâles copies de Kenneth Goldsmith, comme les agents de son approche non créative qui consiste de pair avec le développement des technologies de reproduction à s'approprier du contenu langagier préexistant et à le recontextualiser dans le champ littéraire ou artistique. Selon Goldsmith, le contexte est le nouveau contenu. En ce sens, la décontextualisation et la recontextualisation de contenus langagiers impersonnels devient le mode d'action privilégié de l'écriture contemporaine et devient, selon ses dires, un geste d'écriture non créative. Suivant Marjorie Perloff, qui avait déjà utilisé la figure de génie non original, Goldsmith mobilise les techniques de copie, de citation, de reproduction et d'appropriation qui sont centrales en art plastique afin de contrer le modèle romantique, expressiviste et subjectiviste de la création littéraire. Kenneth Goldsmith, d'après sa perspective avant-gardiste, dit que la littérature aurait 50 ans de retard sur les arts plastiques, car depuis Marcel Duchamp et ses ready-made, les artistes ont déconstruit le mythe de l'artiste original en travaillant avec des objets trouvés pour opérer une critique de l'institution artistique. En dépit des réserves tout à fait légitimes que Goldsmith émet à l'endroit du cloisonnement du champ littéraire, nous nous méfions de ce dandy new-yorkais qui tend à utiliser de manière provocatrice et polémique la notion de uncreative writing, ou d'écriture sans écriture selon la traduction française de François Bon. Malgré son apparente entreprise de démythification de la littérature et de l'originalité, Goldsmith s'approprie à peu près tout objet de langage qui lui tombe sous la main sans autre effort que la monstration ou la réification. Il se trouve ainsi à plaider que tout est littérature et ainsi à faire de sa non-originalité la confirmation de son originalité. En témoigne sa tentative de lire le rapport d'autopsie de Michael Brown, un jeune Afro-Américain de 18 ans tué par la police en 2014 à Ferguson, Missouri, en tant que poème conceptuel, tentative qui montre comment un poète peut reproduire certaines relations de pouvoir à son insu et qui dévoile la tendance qu'ont les pratiques d'avant-garde à occulter les enjeux à l'appartenance culturelle ou l'identité sexuée, comme le souligne Solène Méa dans la revue Posture. Par ailleurs, la notion d'uncreative writing ou d'écriture non créative ne va pas sans poser de problème. En effet, Goldsmith ne semble pas en mesure de penser la créativité et la création hors d'un modèle expressiviste et subjectiviste. Alors qu'il souhaite critiquer ce modèle romantique de l'écriture, c'est la création elle-même qui en fait les frais. Autrement dit, Goldsmith ne nous donne pas le choix d'être soit des créateurs expressivistes, soit des non-créateurs sans agentivité, tous deux enfermés dans le salon littéraire, le musée ou pire, la Maison Blanche. Notre réflexion a plutôt été guidée par le travail de Pierre Alféry et Olivier Cadieux, qui, une décennie auparavant, en 1995-1996, se penchaient sur les mêmes enjeux en dirigeant la revue de littérature générale aux éditions POL. En réunissant les textes d'un grand nombre d'intervenants et d'intervenantes, tant des écrivains, des écrivaines, des artistes, des musiciens, des musiciennes, des jardiniers, Alféry et Cadieux voulaient ouvrir un champ de réflexion sur l'écriture comme pluralité de gestes, de techniques où la notion de littérature générale, on peut envisager comme une loi générale de la littérature, mais plutôt comme l'ouverture d'un espace d'opération d'écriture. Une des notions phares de ce projet a été la mécanique lyrique, grâce à laquelle les deux écrivains réagissaient au développement d'un nouveau lyrisme et à la réaffirmation, après la fin des avant-gardes, la subjectivité comme lieu privilégié de l'expression. Dans la mécanique lyrique, Alféry et Cadieux proposaient que si on devait encore accorder un sens effectif à la notion de lyrisme,
celui-ci serait moins redevable à l'expression d'une subjectivité qu'à la capacité d'agir par et sur différents registres de l'écriture grâce aux techniques d'agencement. Plus récemment, Christophe Hanna est revenu sur les enjeux de la mécanique lyrique pour repenser la notion de dispositif. Au lieu de penser celui-ci comme un instrument d'assujettissement, de contrôle et de discipline, il entend le détourner de son héritage structuraliste pour l'associer à une agentivité, à une capacité d'agir. Selon Hanna, le dispositif poétique est composé d'un agencement provisoire de différentes modalités du discours et d'écriture, de savoirs pratiques qui proviennent de pièces rapportées de l'espace social. Sa caractéristique première est sa mise au point dans le cadre d'une situation problématique. Le dispositif poétique n'est pas facilement identifiable car il est fabriqué en réponse à une situation problématique, à une perplexité qui survient de manière imprévisible. Le dispositif n'applique pas simplement un mode d'emploi préétabli pour un problème connu. Puisque les problèmes surviennent en situation, le dispositif se fabrique sur le fait, son fonctionnement se précise au fur et à mesure de son élaboration. Autrement dit, il procède d'un réagencement ad hoc et en contexte à partir d'une diversité d'opérations. Sans présumer de ces effets qui demeurent indéterminés, le dispositif poétique cherche à la fois à exposer les éléments problématiques à travers un agencement particulier de données et à les rendre visibles dans une nouvelle configuration. À travers son fonctionnement, le dispositif devient, comme le dit Christophe Hanna, un catalyseur d'attention interprétative. C'est la conjugaison, le rapprochement, la connexion même des différents éléments constitutifs qui mettent en lumière certains de leurs aspects et provoquent leur activation qui fait fonctionner le dispositif. La poéticité du dispositif se manifeste dans la manière qu'il a de nous suggérer d'autres usages de nos pensées et de nos habitudes d'action. Le dispositif ne relève donc pas d'une esthétique désintéressée qui part de la littérature pour y revenir, mais au contraire, possède une visée pratique et cherche la transformation de notre rapport à notre environnement en ouvrant de nouvelles voies à la pensée et aux manières d'agir. Notre intention première, avec formulation de problèmes, était de publier sous forme de liste les problèmes récoltés, comme nous les avons énoncés depuis le début de la conférence. À la manière de « Je suis complètement battu » de l'intervenante sociale Éléonore Mercier, des secrets de l'artiste conceptuel Douglas Hubler, de l'approche objectiviste de Reznikov ou de George Oppen, des listes d'Emmanuel Lecor ou de Georges Perect, des miscellanées de Mr. Shaw. La rédaction de cette présentation nous a fait réaliser que ce dispositif de la liste était insatisfaisant, car on ne se retrouvait qu'avec une énumération d'éléments discrets sans que leur environnement soit véritablement déplié. Il nous fallait donc trouver un moyen pour expliciter le réseau de connexion et d'embranchement que cette liste de problèmes suggérait. Au lieu de nous lancer dans une interprétation sensoristique ou herméneutique des problèmes récoltés, nous avons plutôt eu l'idée de considérer chacun des problèmes comme des partitions à ouvrir, desquelles faire usage, autant sur le plan de la nature des problèmes que sur celui des jeux de langage avec lesquels les problèmes sont formulés. Voulant être à la hauteur de notre paresse, de notre lenteur et de notre timidité, nous avons voulu tester un logiciel d'intelligence artificielle qui est en mesure de produire des cartographies des problèmes et des enjeux auxquels ils sont liés. Ce test a été particulièrement stimulant pour nous parce qu'il nous a suggéré instantanément, à notre avis, une configuration de l'environnement d'un problème d'une part, en nous confrontant à nos lieux communs, et d'autre part, en nous repassant notre conception des répercussions et des implications d'un problème précis. Évidemment, l'intelligence artificielle nous impose une infinité de données, nous confronte au problème de l'incommensurabilité et de la régression à l'infini. Nous pourrions très facilement déplier chacune des données qu'elle nous suggère. Mais plutôt que de se laisser décontenancer par le vertige dans lequel elle nous plonge, il semble raisonnable de s'en remettre encore une fois à l'esprit d'incomplétude, au refus de ce que Howard Baker nomme la chimère de la description complète ou de la totalité des choses. Toute entreprise de compréhension de la réalité procède d'une sélection et d'une manipulation d'éléments qui ne devraient pas nous mener à conclure que nous ratons le réel, mais au contraire que nous le reconfigurons sans cesse, de situation en situation. Comme Harold Garfinkel le dit à propos des sciences sociales, les enquêtes par dispositif sont des activités pratiques, ce qui implique notamment qu'il faut un jour ou l'autre achever son travail. Comme personne ne peut passer une éternité à faire ses recherches, il faut trouver des raccourcis, et ces raccourcis entraînent systématiquement des violations de la manière officielle dont une recherche doit être menée. Pour reprendre Emmanuel Lecor, on pourrait dire qu'écrire, c'est aussi savoir s'arrêter. Merci.